Chère Anne et chères toutes et tous réunis autour de d'Anne pour cet hommage à l'occasion de son départ à la retraite. Oups, non, excusez-moi, de son départ à l'éméritat, comme il est dit dans le programme. D'abord, première chose que j'aimerais partager avec toi et avec vous tous, c'est que je suis très meurtri, très frustré d'être en distanciel. Et je trouve que c'est assez taquin pour moi, qui dépense beaucoup d'énergie ces temps-ci pour penser à un gradient de présence en distanciel et en présentiel, de me retrouver en distanciel à cette occasion où j'aurais tant aimé être près de toi, incarné, pour te dire mon amitié et mon soutien pour ce passage. Mais c'est un des éléments de ce gradient de présence. La qualité de notre lien tel qu'il existe aujourd'hui fait que je ne me fais aucun souci pour que, en dépit des limitations techniques de cette distanciation, tu puisses entendre pleinement les affects que je vais tenter de partager avec toi et avec vous tous. Alors la deuxième chose, effectivement, il faut l'affronter de manière tout à fait courageuse, c'est la tristesse mélancoliforme de cette mise à la retraite, hein, qui sonne comme une mise en quarantaine, une assignation à la retraite, pour ne pas dire une condamnation à la retraite. Alors, grâce à un certain nombre de nos amis communs sud-américains, j'ai un joker, un contrepoison à te proposer. C'est que plutôt que hum, départ vers l'éméritat ou départ en retraite, eh bien, je te propose la traduction espagnole, qui est tout à fait parfaite pour notre affaire. C'est le terme de jubilación. Et la jubilation, le jubilatoire, je crois que c'est effectivement ce qui colle à merveille avec ce qui est maintenant ton horizon. Alors, de quoi parle-t-on avec la jubilation? On parle de joie, de plénitude intérieure, d'épanouissement. Euh, Ça fait penser au discours idéalisé des coachs. Et pour nous, psychanalystes, ça ne nous convient désespérément pas, parce que nous connaissons les épines et les roses de la vie. Donc, ce qui est sans doute plus concrètement et moins idéalisé dans cette rubilation, eh bien, c'est le fait que tu puisses, et tu aimes tant ça, nous partageons cette passion, que tu puisses passer beaucoup de temps à écrire, à lire beaucoup de littérature et un petit peu de clinique et de psychanalyse, que tu puisses écouter de la musique tant que tu voudras, que tu puisses aller au théâtre, au musée, et que tu bénéficies d'une temporalité douce. Alors, je dois dire, pour être honnête avec toi et avec vous tous, que cette évocation n'est pas sans provoquer chez moi une forte envie, et je parle à un auditoire qui connaît l'envie kleinienne et sa destructivité, sa jalousie. Bon, c'est vrai que je commence, n'étant moi-même plus très loin de l'arrivée et du passage à l'éméritat, à la retraite, à la jubilation, je dois dire que je suis parfois quelque peu impatient, surtout quand je me retrouve face à certains tableaux Excel administratifs qui ont le don de m'irriter. Et c'est vrai que hum, hum, je voulais partager avec toi ce sentiment d'envie. C'est vrai que quand je croise certains collègues, et ça n'a pas l'air d'être simple du tout, qui ont réussi à trouver cet équilibre du deuil de la plénitude professionnelle dans laquelle
tu as pu baigner pendant toutes ces années, des responsabilités, directrice du laboratoire et tant d'autres, eh bien, quand on arrive à manifestement un sevrage suffisamment bon, une castration suffisamment bonne de tous ces attributs, eh bien oui, en effet, je crois qu'il y a moyen de se recentrer sur l'essentiel, de l'être, de la présence de l'être d'Homo sapiens et d'Homo sapiens indissociable de ces liens intersubjectifs avec ceux qui nous entourent et notamment nos patients. Alors, en bon kleinien que nous sommes, nous savons aussi que l'envie s'accompagne dans le meilleur des cas, et ça va être le scénario que je te propose maintenant, de gratitude. Et c'est vrai, chère Anne, que je ressens à l'occasion de cet exercice de ce petit film, cette petite vidéo en ton hommage, je ressens beaucoup de gratitude à ton égard. D'abord parce que, effectivement, autour de la riche vie scientifique de ton laboratoire, eh bien, j'ai vécu un certain nombre de moments en colloque tout à fait essentiels, tant sur le plan des débats d'idées, des débats en clinique psychanalytique, que de moments conviviaux dans un certain nombre de bouchons dont tu as une liste secrète des meilleurs et je suis dingue de la cuisine lyonnaise et c'est vrai que euh, ce mélange euh, dont vous les Lyonnais vous êtes si détenteur où vous avez une fierté qui n'a rien envié avec la coquetterie parisienne et où effectivement vos valeurs et vos qualités sont tout à fait formidables pour des Parisiens qui viennent vous rencontrer. Alors bien sûr, mais ce n'est pas le lieu ici, je pense aussi à tous les moments amicaux que nous avons partagés à Lyon, en Provence, et j'espère bien qu'ils vont se poursuivre. Bon, pour tous ces moments partagés, je t'adresse toute ma gratitude, chère Anne, et j'espère bien que cette habitude que nous avons d'échanger entre débat scientifique et amitié, ça va se pérenniser et ça va se poursuivre. Voilà. Mais maintenant, et je marque une pause, c'est mon surmoi justement scientifique qui reprend le dessus et qui se dit que bon, ces bonnes paroles sont bien gentilles, mais nous éloignent de notre cible épistémologique de l'échange des idées sur la clinique. Et à l'occasion de cette petite vidéo, j'ai beaucoup travaillé, j'ai essayé de me demander ce que finalement ta trajectoire scientifique en clinique pouvait comporter. Et je dois dire que j'ai une révélation à faire tout à fait fondamentale, qui probablement va pour les Lyonnais et pour les Parisiens et pour tous les membres des réseaux en médiation de par le monde, va constituer un virage significatif. Donc j'aimerais annoncer très officiellement que contrairement à certaines rumeurs que l'on peut entendre ici ou là, eh bien euh, la véritable exploratrice, la véritable découvreuse du trésor de Rackham le Rouge, euh, ce n'est absolument pas Tintin, mais c'est bien le professeur Anne Brun. Et je vais maintenant vous amener quelques preuves pour étayer ma thèse.
Bien, comme le montrent à l'évidence ces images, oui, effectivement, la véritable découvreuse du trésor de Rackham-le-Rouge, celle qui a su utiliser tous les instruments formidables du professeur Tournesol, et notamment ce sous-marin qui a fait date, eh bien, ce n'est pas Tintin, mais c'est bien le professeur Anbra. Et comme un certain nombre d'entre vous le savent, enfin ceux qui ont fait quelques gammes en tintinophilie et qui connaissent leurs classiques, avant le trésor de Rackham le Rouge, il y a le secret de la licorne. Et il y a ce travail de fin limier, de détective infatigable, que le professeur Anne Brun a pu conduire en traquant les modèles réduits de ce bateau de l'illustre ancêtre du capitaine Haddock, où se trouvaient les plans véritablement du trésor de Rackham le Rouge, qu'on a d'abord imaginé comme toujours très loin et qui se trouvait si près au château de Moulinsart. Dans la trajectoire du professeur Anne Brun, le secret de la licorne, ce sont tous ces formidables travaux sur la médiation. Alors, je dois dire qu'à ce sujet, à chaque fois que je parle de médiation, je me souviens de mes débuts comme stagiaire dans certains hôpitaux de jour du nord de Paris, où je me suis retrouvé dans des médiations poussiéreuses avec un certain nombre d'éducateurs, de psychologues et de psychiatres, dont je dois vous dire très honnêtement que je me demandais s'ils n'étaient pas plus fous que les fous qu'ils étaient censés soigner. C'est-à-dire que la médiation était un repère d'un certain nombre de gentils incompétents qui transformaient leur goût pour la musique, les jeux vidéo en une médiation qui leur permettait de passer des matinées ou des après-midi tranquilles avec les patients, dont moi personnellement je percevais la détresse face à un cadre vraiment squelettique, inexistant. Donc vraiment mes premières expériences de médiation étaient carentielles et vous l'entendez, j'avais une vision vraiment très stigmatisante, très défectologique, mais en parlant des soignants, en parlant de nous-mêmes, en ce qui concerne la médiation. Et il m'a fallu découvrir les textes d'Anne Brun sur la médiation pour bien mesurer combien est-ce que on avait là potentiellement, mais avec l'énergie que Anne a pu dépenser pour penser et dynamiser la médiation thérapeutique, qu'on pouvait envisager, oui, tout à fait sérieusement, relever le défi, euh, et c'est ça la découverte du trésor de Rackham le Rouge, de relever le défi d'envisager les traces archaïques, et c'est vrai que Anne, tu as été très convaincante pour nous vraiment montrer, en ne faisant pas simplement que le déclamer, mais en l'illustrant de ta propre pratique, combien est-ce que oui, une médiation bien tempérée pouvait envisager sérieusement, cliniquement, psychanalytiquement, accueillir un certain nombre de traces archaïques en attente de symbolisation. Et on sait bien combien dans l'école lyonnaise, il s'agit d'envisager bien sûr les traces en attente de symbolisation, qui ont eu peut-être la chance d'avoir été amorcées dans cette direction, mais aussi, et c'est ça qui me semble le plus précieux sur le plan clinique des médiations, envisager, relever le défi de traces qui n'ont encore jamais
comme le trésor de Rackham le Rouge, qui attendait dans les caves du château de Moulinsart, qui n'ont jamais advenu, n'ont jamais été mobilisés dans une trajectoire, dans une dynamique de symbolisation intersubjective. Et c'est vrai que en la matière, ton apport est majeur, et on n'a pas simplement affaire à un discours incantatoire qui fait l'éloge euh, animiste d'un archaïque qui échappe, mais tu proposes un certain nombre de dispositifs thérapeutiques qui permettent d'envisager raisonnablement, accueillir effectivement ces traces en attente d'un travail de symbolisation. Vous le savez, j'ai passé beaucoup temps de ma carrière pour envisager ces traces archaïques en prénatal. Il m'arrive de parler d'un archaïque de l'archaïque pour signifier que l'archaïque de la psychanalyse tel qu'il est souvent conjugué ne me suffit pas. Et je dois dire que avec tes travaux sur l'archaïque et sur la médiation relevant le défi d'accueillir les traces archaïques, eh bien, je trouve un modèle qui est parfaitement compatible avec ce que la clinique, avec les mères enceintes, et si j'ose dire les parents enceints, a pu m'apprendre et m'apporter. Alors, pour ne pas être que dans l'apologie et l'admiration, j'aimerais partager avec toi, Anne, et avec vous tous, ce qui est pour moi un point de tension, un point de débat qui mérite d'avoir lieu entre chasseurs de l'archaïque, entre amateurs du trésor de Rackham le Rouge. Nous avons eu ce débat, chère Anne, autour de la thèse de Émir Lara Diaz, et j'espère que nous aurons l'occasion de pousser le bouchon un peu plus loin dans des écritures et dans des exemples cliniques. Très souvent, trop souvent, c'était ça qu'on pouvait reprocher à ton doctorant, la chasse à l'égard des traces archaïques n'est conçue que uniquement comme un mouvement rétrospectif. Effectivement, comme les saumons qui vont pondre là où ils sont nés, eh bien, aller dans l'exploration de l'archaïque, c'est effectivement faire retour sur ses origines et sur là d'où on vient. Et tu te souviens bien que, à l'occasion de cette thèse, nous avons eu un débat qui me paraît fondamental et qu'encore une fois, j'espère que nous pourrons déployer plus avant. Je défends mordicus l'idée, et d'ailleurs, chemin faisant, tu m'as bien dit que tu n'étais pas opposé à cela, mais je montre là mon envie d'en discuter concrètement plus avant avec toi. Pour moi, cliniquement, et en particulier dans les dispositifs thérapeutiques à médiation, viser l'accueil, le repérage des traces archaïques, eh bien, c'est dans le temps éclaté, dirait Green, le temps éclaté de la psychanalyse, eh bien, c'est autant un mouvement rétrospectif qu'un mouvement prospectif. C'est-à-dire que, bien sûr, qu'il y a l'image du retour vers l'origine, mais je crois qu'on peut véritablement parler aussi de dynamique centrée sur l'actuel, sur l'ici et maintenant, et centrée sur le futur. Et d'ailleurs, c'est bien probablement ce que tu vises dans les dispositifs thérapeutiques à médiation, d'envisager bien sûr un mouvement archéologique, mais aussi un mouvement pour le patient par rapport à la redistribution des cartes de son présent et de son avenir. Mais je pense que c'est important de le dire, et probablement que moi-même, en convoquant mon infantile avec le trésor de Rackham le Rouge, j'entretiens cet archétype d'un explorateur
d'archaïque qui aurait le torticolis de regarder derrière lui et vers les origines. Non. Un clinicien qui relève le défi de l'exploration de l'archaïque, c'est un clinicien qui n'est pas simplement dans une nostalgie vers les origines, mais c'est aussi un clinicien qui propose un cadre propice à ce que Pierre Lévy appelle la virtualisation, hein, vous connaissez mon goût pour la conceptualisation philosophique du virtuel, et Pierre Lévy parle de virtualisation au sens où le travail de virtualisation, et c'est bien présent dans les dispositifs thérapeutiques tels que tu le proposes, eh bien, il propose simultanément, c'est très ambitieux, il est vrai, un mouvement rétrospectif, un mouvement vers une revisitation, une commémoration biographique anamnestique, mais aussi compatible avec des réformes, avec des transformations, pour utiliser le terme consacré bionien, des transformations dans l'ici et maintenant et dans la dynamique orientée vers le futur. Voilà, chère Anne. Alors maintenant, pour finir, l'avenir de la Rubellazione. C'est quoi en ce qui nous concerne? Eh bien, c'est une revue qui porte bien son nom, que je suis si heureux de partager avec toi. Une revue qui s'appelle Psychanalyse vivante, avec 2 numéros par an. Tu as animé un des derniers numéros sur Amitié et Amour Passage. Et nous avons un cahier des charges bien rempli pour un avenir, un numéro que tu vas animer sur la destructivité, un numéro probablement sur la répétition, et la psychanalyse avec toi dans notre duo va montrer sa vivance, sa crianza, diraient les Espagnols et nos amis brésiliens, va montrer sa vivance à travers ces publications. Et d'ailleurs, je tiens à te dire, Anne, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais je te le dis justement en distanciel, mais avec toutes les émotions qui conviennent. J'ai récemment rencontré en rêve JB Pontalis, qui m'a dit Sylvain, Anne, je compte bien sur vous pour perpétrer l'esprit de la nouvelle revue française de psychanalyse. On ne sait pas très bien pourquoi elle s'est éteinte et je compte bien sur vous pour maintenir ces valeurs. Bon, on pourrait aussi parler, probablement en ce qui concerne notre avenir, de ces enseignements qui nous tiennent à cœur dans ce DU que Xanthi Vlachopoulou, Johan Jung, toi, moi, on va pouvoir bâtir autour justement des processus de médiation thérapeutique par le virtuel et la virtualisation. Voilà, chère Anne, l'avenir est plein de virtualité, plein de gratitude anticipée, et je te souhaite le meilleur, et je te souhaite mes plus sincères jubilations. Je t'embrasse et je vous adresse mes meilleures salutations.